Ah, sortez d'ici immédiatement, vous faites honte à cette adresse. On dirait une mendiante qui a ramassé ses hardes dans un caniveau. Je ne veux pas que nos voisins vous voient sur ce palier. » Ces mots, Antoine, mon gendre, les a crachés comme un venin, alors que je me tenais là, tremblante, l'odeur de la suie encore accrochée à ma peau. Il ne savait pas dans sa superbe et son arrogance de parvenu que la vieille femme qu'il chassait comme un chien galeux tenait au fond de sa poche de quoi réduire son monde de verre et d'acier en cendres. Mais il ne savait pas qui j'étais vraiment, ni le poids des secrets que je portais. Il pensait que j'étais fini une relique du passé, à évacuer avec les gravats, mais il y avait une clause, un document scellé chez un notaire de province, et une lettre jaunie signée d'un nom qui faisait trembler les banques de la capitale, un nom qu'Antoine vénérait, sans savoir qu'il m'appartenait. Tout a commencé par le son du feu. Ce n'est pas un craquement, non, c'est un rugissement sourd, comme une bête sauvage, qui s'éveille dans les entrailles de la terre. Ce soir-là, dans le Luberon, l'air était pourtant calme, chargé du parfum lourd des lavandes qu'on venait de couper. Je m'étais assise un instant sur le banc de pierre, celui que mon grand-père avait taillé de ses mains, pour regarder le soleil se coucher derrière les collines d'ocre. C'était ma terre. 3 générations de labeur, de sueur de mains enfoncées dans l'humus pour en extraire la vie. Et en une fraction de seconde, le ciel est devenu orange. Un orange sale menaçant. J'ai vu les flammes lécher les volets de bois de la ferme grimper avec une agilité démoniaque le long des murs de pierre sèche. J'ai couru, ou du moins j'ai essayé, mais mes jambes de 70 ans ne suivaient plus mon cœur qui battait à se rompre. Non, pas maintenant, pas comme ça. Ai-je murmuré, la gorge déjà irritée par la fumée noire qui envahissait la cour. Le bois centenaire des charpentes hurlait sous la morsure de l'incendie. J'ai regardé impuissante le toit s'effondrer dans un fracas de tuiles brisées, emportant avec lui les photos de mon mari, les berceaux de mes enfants et chaque souvenir que j'avais patiemment rangé dans les armoires de chêne. En une nuit, je n'étais plus la propriétaire d'un domaine respecté. Je n'étais plus que Béatrice, une femme seule devant un tas de cendres fumantes. Le lendemain, le silence était plus terrible encore que le bruit du feu. Les pompiers étaient partis, laissant derrière eux une odeur de brûlé qui s'insinuait partout, jusque dans mes cheveux, jusque sous mes ongles. Je n'avais plus rien si ce n'est les vêtements que je portais et un vieux sac en toile que j'avais réussi à attraper in extremis. À l'intérieur, par un miracle que je ne m'expliquais pas, j'avais sauvé une petite boîte en fer blanc. Dans cette boîte, il y avait l'essentiel à mes papiers. Une vieille clé de fer rouillé et une lettre, une enveloppe tachée par le temps, écrite d'une écriture enfantine, mais déterminée. C'était la lettre de Julien, le petit voisin d'il y a 15 ans, celui que tout le monde appelait le gamin des ruines. Je n'avais pas d'autre choix. Ma fille Chloé vivait à Paris avec son mari. Elle m'avait souvent envoyé des photos de son appartement luxueux dans le 16e arrondissement, me vantant la réussite d'Antoine, son mari, un homme d'affaires dont elle semblait presque avoir peur. Je n'aimais pas Paris, cette ville de pierre froide, où les gens ne se regardent jamais, mais j'avais besoin de ma fille. J'avais besoin de sentir une main familière sur mon épaule. J'ai pris le premier train à grande vitesse, assise sur un siège en velours qui me semblait trop mou, trop étranger. Autour de moi, des hommes en costume pianotaient sur des ordinateurs, des femmes, au visage figé par les soins esthétiques, me jetaient des regards de biais gênés par mon allure. Je sentais la suie. Je sentais la défaite. Pendant tout le trajet, mes pensées revenaient trop vers Chloé. Je la revoyais petite courant pieds tenus, dans les sillons de la ferme, les joues barbouillées de terre,
et de jus de cerise. Elle aimait l'odeur de la pluie sur le sol sec. Elle disait que c'était le parfum du bonheur. Comment cette enfant était-elle devenue cette femme qui m'écrivait des lettres polies mais distantes, remplies de termes sur la décoration intérieure et les réceptions mondaines? Je serrais mon sac contre moi, mes doigts caressant la forme de la vieille clé. Julien. Je pensais aussi à lui, ce garçon que j'avais nourri quand ses parents n'avaient plus un sou ce petit que j'avais protégé des huissiers, en payant leurs dettes avec le prix de mes meilleures bêtes. Où était-il maintenant? Il m'avait promis de ne jamais oublier. Si un jour le ciel te tombe sur la tête, Béatrice, appelle-moi, m'avait-il dit avant de partir pour ses études. Le train est entré en gare de Lyon dans un sifflement de métal. La foule parisienne m'a emportée comme un courant violent. Je me sentais minuscule, écrasée par la hauteur des plafonds et la froideur des murs gris. J'ai pris un taxi, le chauffeur m'a regardé avec méfiance avant de charger mon sac miteux dans son coffre rutilant. « Rue de la Faisanderie, s'il vous plaît », ai-je dit d'une voix que je voulais ferme. Le trajet m'a semblé durer une éternité. Les boulevards se succédaient tous plus impersonnels les uns que les autres. Je voyais les façades haussmanniennes défiler majestueuses et fermées comme des forteresses de richesse. Quand je suis arrivée devant l'immeuble, mon cœur s'est serré. C'était une construction de pierre de taille, avec une porte cochère en fer forgé et un digicode doré. J'ai appuyé sur le bouton au nom de ma fille. « Oui », a répondu une voix de femme déformée par l'interphone. C'était Chloé. « C'est maman Chloé, je suis là. » Il y a eu un silence. Un silence trop long, trop lourd. Puis le clic sec de la serrure électrique. Je suis montée dans un ascenseur tapissé de miroirs. Je me suis vue pour la première fois depuis l'incendie. Mon visage était creusé, mes cheveux gris partaient dans tous les sens et mon manteau de laine était taché de noir. Je faisais effectivement tache dans ce décor. Le palier du 4e étage était silencieux, moquetté d'un rouge profond. La porte s'est ouverte sur Antoine. Il portait un costume bleu marine, parfaitement taillé, une chemise blanche immaculée. Il ne m'a pas souri. Il ne m'a pas ouvert les bras. Il a simplement bloqué le passage, une main posée sur le montant de la porte, l'autre tenant un verre de cristal rempli d'un liquide ambré. Il m'a dévisagé de la tête aux pieds, un pli de dégoût marquant son front. Derrière lui, j'apercevais Chloé. Elle portait une robe de soie noire. Ses yeux étaient fuyants. Elle ne s'approchait pas. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a demandé Antoine d'une voix basse et tranchante. « On reçoit des gens très importants ce soir, Béatrice. Des investisseurs, le genre de personnes qui n'ont jamais vu une paysanne de près. » Je suis restée pétrifiée. Antoine, la ferme a brûlé. Je n'ai plus nulle part où aller. Ai-je balbutié les larmes, commençant à piquer mes paupières. Il a ricané un son sec et sans joie. Et vous pensez que ma maison est un centre d'accueil pour sinistrés? Regardez-vous, vous puez la fumée et la misère. Vous allez gâcher la soirée. Vous allez gâcher ma carrière. Chloé a fini par s'avancer, mais elle est restée à 2 mètres de moi, comme si la pauvreté était une maladie contagieuse. « Maman, tu aurais dû prévenir », a-t-elle dit d'un ton qui se voulait doux, mais qui n'était que lâche. « On ne peut pas te loger ici, pas maintenant. Antoine joue son avenir sur ce projet Le Grand Horizon. C'est crucial. » Je l'ai regardé, ma petite fille, qui aimait tant la terre, et je n'ai reconnu personne. Antoine a fait un pas en avant, m'obligeant à reculer sur le palier. C'est à ce moment-là qu'il a sorti ce billet de 20 € de sa poche de poitrine et me l'a tendu avec un mépris souverain. « Prenez ça, allez vous trouver une chambre dans un hôtel de gare. Et ne revenez pas demain. On vous appellera quand la poussière sera retombée. » Il a refermé la porte. Lentement, j'ai entendu le verrou s'enclencher. Un bruit métallique qui a résonné dans mon âme,
plus fort que l'effondrement de ma propre maison. Je suis restée là seule sur ce tapis rouge, avec ce billet de 20 € entre mes doigts tremblants. Ma propre fille m'avait mise à la rue pour ne pas froisser son mari et ses invités de marque. J'ai serré mon sac contre moi. La colère a commencé à remplacer la douleur. Une colère froide, une colère de terre noire. Dans ma poche, j'ai senti le bord tranchant de la lettre de Julien. « Ils ne savent pas », ai-je murmuré pour moi-même, les yeux fixés sur la porte close. Ils ne savaient pas que dans ce sac, il y avait le destin de leur précieux projet, Grand Horizon. Je me suis détournée de la porte et j'ai marché vers l'ascenseur la tête haute, malgré les larmes, car je savais une chose qu'ils ignoraient, le passé finit toujours par rattraper ceux qui tentent de l'enterrer sous le marbre. Antoine ne bougea pas d'un millimètre. Son regard descendit sur mes chaussures de vieilles bottines de cuir usées par les années de marche, dans les vergers encore maculés de cendres grises et de boue séchée. Je vis ses narines se contracter comme si une odeur insupportable venait de l'assaillir. « Ne faites pas un pas de plus, Béatrice !» lança-t-il d'une voix qui claqua dans le couloir silencieux, comme un coup de fouet. Ce parquet en chêne massif vient d'être posé, il a coûté plus cher que votre année de récolte. Je ne vous laisserai pas ruiner mes investissements avec vos semelles de paysanne. Je restais pétrifiée, le bras encore tendu vers ma fille Chloé, qui se tenait en retrait dans la pénombre de l'entrée. Elle portait un collier de perles fines qui brillait sous les spots encastrés du plafond, un bijou que je ne lui connaissais pas une parure, qui semblait l'étouffer autant que le silence qui régnait entre nous. Chloé fit enfin un pas, mais ce ne fut pas pour m'étreindre. Elle posa une main nerveuse sur le revers de la veste d'Antoine, ses yeux fixés sur l'ascenseur plutôt que sur mon visage meurtri. « Antoine a raison, maman », murmura-t-elle d'une voix si basse que j'eus du mal à l'entendre. « Regarde-toi, tu es couverte de suie. Tu ne peux pas rester ici, pas ce soir. Nous attendons des gens très influents, des partenaires, pour le projet Grand Horizon. Si Monsieur Durand te voit dans cet état, tout notre avenir pourrait s'effondrer en une seconde. » Elle parlait de cet homme, ce Monsieur Durand, comme s'il était un dieu, dont la simple vue de ma misère pourrait provoquer la foudre. J'avais le cœur au bord des lèvres, non pas de honte, mais d'une tristesse si profonde qu'elle me brûlait davantage que les flammes du Luberon. Antoine sortit alors son portefeuille en cuir de crocodile. Il en tira un billet de 20 € avec une lenteur calculée, presque théâtrale, avant de le laisser tomber sur mon sac en toile que j'avais posé à mes pieds. « Voilà pour votre taxi et une nuit dans une pension de famille près de la gare. » s'exclama-t-il avec un sourire carnassier. « C'est bien assez pour quelqu'un qui a l'habitude de dormir avec ses chèvres. Et ne vous avisez pas de nous appeler sur nos portables personnels. Nous serons en pleine négociation. Chloé vous enverra un message, quand nous serons disponibles, peut-être, en fin de semaine. » Il parlait de moi comme d'une intruse, une erreur de parcours qu'il fallait gommer d'un revers de main. Ma propre fille acquiesça d'un léger mouvement de tête, le visage de marbre déjà aspiré par les exigences de sa nouvelle vie parisienne. Je ramassai mon sac, sans dire un mot, sentant le poids du billet de 20 € comme une insulte gravée dans ma chair. Je n'avais pas besoin de leur argent, j'avais besoin de leur amour. Mais je compris, à cet instant, que l'un avait définitivement remplacé l'autre dans cette demeure stérile. La porte se referma lourdement, et le bruit sourd du verrou me fit l'effet d'une condamnation à l'exil. Je redescendis par l'escalier de service, mes jambes flageolantes manquant de me trahir à chaque marche. Une fois dans la rue, la pluie parisienne commença à tomber, une pluie fine et glacée, qui se mélangeait à la suie sur mon visage. Les lumières des réverbères se reflétaient dans les flaques d'eau. Et pour la première fois de ma vie,
Je me sentis totalement étrangère à ce monde. Je marchais sans but le long des trottoirs du 16e arrondissement, mon sac serré contre ma poitrine. À travers les grandes fenêtres illuminées des appartements bourgeois, j'apercevais des silhouettes élégantes qui riaient des coupes de champagne à la main. C'était donc cela le prix de la réussite. Oublier d'où l'on vient oublier celle qui vous a bercé et nourri au nom d'un projet immobilier Grand Horizon, avais-je entendu. Un nom pompeux pour masquer le vide de leurs âmes. Je m'arrêtai un instant sous le porche d'un immeuble voisin pour reprendre mon souffle. Le froid s'insinuait sous mes vêtements humides, et je sentais la fatigue de ces dernières 48 heures peser sur mes épaules comme un manteau de plomb. C'est alors que j'entendis des voix familières provenant d'un balcon juste au-dessus de moi. C'étaient Antoine et Chloé. Ils s'étaient isolés un instant, avant l'arrivée de leurs invités. « Tu es sûre qu'elle est partie ?» demanda Chloé, sa voix trahissant une pointe d'anxiété. Je ne voudrais pas qu'elle traîne encore en bas quand la voiture de fonction de Julien arrivera. Antoine ricana un son sec qui me glaça le sang. « Ne t'inquiète pas, ta mère est une femme fière. Une fois humiliée, elle ne revient jamais. Elle va aller se terrer dans un trou quelconque. Il fallait la chasser maintenant, Chloé. Imagine la tête des investisseurs s'ils voyaient cette épave de province dans notre salon. On ne peut pas mélanger les affaires et la charité. » Chloé ne répondit rien pour le défendre. J'ai eu peur qu'elle ne mentionne les terres du Luberon, ajouta-t-elle après un court silence. Si Julien apprend que nous n'avons rien pu sauver, il pourrait remettre en cause le contrat de partenariat. Antoine balaya ses craintes d'un ton péremptoire. Il ne saura rien. Pour lui, nous sommes les héritiers d'un patrimoine solide. Ta mère est un fantôme du passé, et les fantômes n'ont pas leur place dans le grand horizon. J'écoutais caché dans l'ombre, et chaque mot était un poignard supplémentaire, enfoncé dans mon cœur de mère. Ils ne se contentaient, moi, de me rejeter. Ils utilisaient l'image de ma terre, de mon labeur, pour bâtir leurs mensonges et séduire ce fameux Julien. Je sentis une vibration dans la poche de mon manteau. C'était mon vieux téléphone, celui que j'utilisais pour appeler le vétérinaire ou le marchand de grains. Mon écran était fêlé, mais je parvenais encore à lire les chiffres. Je pensais à la lettre de Julien, celle que j'avais sauvée des flammes. Ces deux-là parlèrent de lui comme d'une cible d'un carnet de chèques sur pattes, ignorant tout du lien de sang et de sueur qui nous unissait. Ma colère, jusqu'ici silencieuse, commença à gronder comme l'orage au-dessus des collines d'ocre. J'avais peut-être perdu ma maison, mais je n'avais pas perdu mon honneur ni la vérité qui dormait au fond de mon sac. Je décidai de quitter ce quartier maudit. En manipulant mon sac pour en sortir un mouchoir, la fermeture éclair fragilisée par la chaleur de l'incendie finit par céder brusquement. Le contenu de mon sac se répandit sur le trottoir mouillé, quelques papiers, ma boîte en fer blanc, et 2 ou 3 côtes de pommes de terre que j'avais ramassées dans mon jardin avant que tout ne brûle. C'étaient des tubercules de notre variété ancienne, celle que Chloé adorait quand elle était petite, encore couverte de cette terre noire et fertile du Luberon. Elle roulait sur le bitume parisien dérisoires et magnifiques. À cet instant précis, la porte de l'immeuble s'ouvrit à nouveau. Antoine sortait sans doute pour vérifier si la place était libre pour ses invités prestigieux. Ses chaussures vernies d'un noir miroitant claquèrent sur le trottoir. Il s'arrêta net devant moi, ses yeux se posant sur les pommes de terre, éparpillées à mes pieds. Un sourire méprisant étira ses lèvres fines. « Encore vous, et avec vos détritus de jardin par-dessus le marché, » dit-il en s'approchant. Sans un regard pour ma détresse, il leva son pied droit et l'écrasa de tout son poids sur la plus grosse des pommes de terre. Le tubercule éclata dans un bruit sourd, projetant de la pulpe et de la terre sur son cuir immaculé. « Regardez ce que vous me faites faire, Béatrice. Vous salissez tout ce que je touche. »
Partez d'ici avant que j'appelle la police pour vagabondage. » Il s'essuya la semelle sur le bord du trottoir, ignorant la lueur qui venait de s'allumer dans mes yeux. Je me suis retrouvée assise sur un banc de fer froid, au fond d'une station de métro dont je ne saurais même pas dire le nom. Les néons blafards me grésillaient au-dessus de ma tête, jetant une lumière crue sur mes mains tremblantes. Autour de moi, l'air sentait le métal chauffé et la poussière centenaire, une odeur de ville qui me soulevait le cœur. J'ai plongé la main dans mon sac de toile, évitant les restes écrasés de mes pommes de terre, pour en sortir mon vieux téléphone au clapet fatigué. Mes doigts étaient engourdis par le froid et l'humidité, mais ma mémoire, elle restait intacte. Il y avait un numéro que je n'avais jamais effacé, un numéro que j'avais gardé comme une bouée de sauvetage au cas où la mer deviendrait trop haute. 15 ans. 15 ans s'étaient écoulés depuis que ce petit garçon aux yeux sérieux m'avait serré la main pour la dernière fois sur le chemin de terre du Luberon. Je fermai les yeux un instant et je revis le visage de Julien, alors âgé de 10 ans seulement. Sa famille était aux abois, les huissiers frappaient à leur porte chaque matin, et son père, un homme brisé par les dettes, ne sortait plus de sa chambre. Je me souvenais de la décision que j'avais prise, une décision qui avait fait hurler mon défunt mari, vendre notre plus beau troupeau de chèvres et une parcelle de nos meilleures terres pour éponger les dettes des voisins. « On ne laisse pas un enfant partir à la dérive, Pierre », avais-je dit à mon époux. Je l'avais fait sans rien attendre en retour, simplement parce que la terre nous apprend la solidarité, pas la comptabilité. J'ai composé le numéro, le cœur battant contre mes côtes comme un oiseau en cage. La tonalité a résonné longue, monotone, et j'ai failli raccrocher, me trouvant soudain ridicule. Pourquoi un homme qui avait réussi dans la capitale se souviendrait-il d'une vieille paysanne couverte de suie? Et puis la ligne a cliqué. « Allô ?» dit une voix profonde, calme, avec une assurance que je ne lui connaissais pas, mais avec cette même inflexion douce qui me rappela l'enfant qu'il était. « Julien !» murmurai-je, ma voix se brisant sur la première syllabe. Il y eut un silence si dense que je crus la communication coupée. « Béatrice !» répondit-il enfin, et je sentis dans son souffle tout le poids de la reconnaissance. « C'est vraiment vous. » Je lui ai raconté l'incendie en quelques mots hachés, l'arrivée à Paris et l'accueil d'Antoine. Je n'ai pas eu besoin d'en dire beaucoup sur mon gendre. Julien semblait déjà connaître le personnage. « Ne bougez pas, Béatrice », ordonna-t-il avec une autorité tranquille qui me réchauffa instantanément. « Dites-moi exactement où vous êtes. Je serai là dans 10 minutes. » Je suis restée là sous l'horloge de la station qui égrenait les secondes, incapable de réaliser que le petit garçon qui courait dans mes champs était devenu cet homme dont la voix semblait pouvoir déplacer des montagnes. Les passagers passaient devant moi, sans me voir ombre fugace d'un monde pressé. Mais pour moi, le temps s'était arrêté. 10 minutes plus tard, exactement comme il l'avait promis, une voiture noire immense et silencieuse s'est garée devant l'entrée de la station. Ce n'était pas une voiture comme celle d'Antoine Criard de luxe. C'était un véhicule électrique, élégant, presque invisible dans la nuit parisienne. La portière s'est ouverte et un homme grand, vêtu d'un manteau de laine sombre, s'est avancé vers moi. Il ne m'a pas regardé avec dégoût. Il n'a pas vu la suie sur mon manteau ni la boue sur mes chaussures. Il s'est simplement agenouillé devant moi, là sur le béton sale de la station de métro, et a pris mes mains calleuses dans les siennes, qui étaient douces mais fortes. « Regardez-moi, Béatrice », dit-il en levant les yeux vers moi. C'étaient les mêmes yeux qu'autrefois, clairs et sincères. Il a sorti un mouchoir de soie blanche de sa poche et sans aucune hésitation a commencé à essuyer délicatement les traces de suie sur mon front. Je vous avais promis que je n'oublierais jamais. Sans vous, ma famille n'aurait même pas eu un toit pour finir l'hiver.
Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est à vous que je le dois. J'ai senti les larmes couler pour de bon cette fois, des larmes de soulagement. Julien m'a aidé à me relever et m'a guidé vers la voiture me protégeant de la pluie, avec son propre corps me traitant comme la reine d'un domaine qu'il n'avait jamais cessé de chérir. Une fois installé dans le cuir luxueux mais sobre de la voiture, le silence s'est fait apaisant. Julien ne m'a pas posé de questions indiscrètes. Il a simplement demandé à son chauffeur de nous conduire vers un endroit calme. Vous savez, Béatrice, commença-t-il alors que nous passions devant les lumières scintillantes de la tour Eiffel, le monde est parfois très petit. Vous m'avez parlé de votre gendre Antoine. Il travaille pour une société de promotion immobilière qui cherche désespérément à obtenir un financement pour un projet appelé Grand Horizon, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête surprise qu'il en sache autant. Julien eut un petit sourire sans joie. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la société qui détient les fonds et qui valide les contrats de partenariat pour Grand Horizon, c'est la mienne. Il me harcèle de courriels et d'appels depuis des mois pour obtenir un rendez-vous. Il pense qu'il doit me séduire avec ses grands airs de Parisien, alors qu'il n'est qu'un cadre moyen qui essaie de jouer dans la cour des grands en écrasant ceux qu'il juge inférieurs. Je restais sans voix. La coïncidence était trop forte, presque effrayante. Antoine se prosternait devant l'homme qui se tenait à mes côtés, celui-là même qu'il aurait méprisé s'il l'avait croisé dans mon jardin 15 ans plus tôt. « Il m'a traité de mendiante, Julien », murmurai-je, le souvenir de l'humiliation me brûlant encore la gorge. Il a écrasé mes pommes de terre sur le trottoir, comme si c'étaient des ordures. Il a dit que ma terre et moi, nous n'avions pas notre place dans son monde de verre et d'acier. Julien serra les poings sur ses genoux, ses jointures blanchissant sous la tension. Il va apprendre que le verre se brise et que l'acier finit toujours par rouiller, alors que la terre, elle reste. Il se tourna vers moi, son regard brillant, d'une détermination nouvelle. Ce soir, il reçoit des investisseurs, dont un certain Monsieur Durand, un homme qui me respecte énormément. Ils pensent tous que le projet Grand Horizon est leur ticket pour la gloire. Julien marqua une pause, me laissant le temps d'assimiler ses paroles. « Béatrice, je peux faire annuler ce projet d'un simple claquement de doigts. Je peux faire en sorte qu'Antoine ne retrouve plus jamais de travail dans cette ville. Mais je pense que vous méritez mieux qu'une simple vengeance silencieuse. » Il posa sa main sur la mienne. « Voulez-vous que je les fasse disparaître de votre vie? Ou voulez-vous qu'ils voient enfin la vérité en face? Voulez-vous qu'ils comprennent ce que signifie réellement avoir de la valeur ?» Je regardais mes mains, ces mains qui avaient planté, récolté, soigné et bâti pendant des décennies. Je repensais à Chloé, ma fille, qui s'était perdue dans les faux semblants de cette vie dorée. Je ne veux pas qu'il souffre pour le plaisir de souffrir, répondis-je doucement mais avec une force que je ne soupçonnais plus. Mais je veux qu'il comprenne, je veux qu'il sente l'odeur de la réalité. Je veux qu'il comprenne que tout ce qu'il possède n'est qu'un château de sable, si les fondations ne sont pas faites d'honnêteté et de respect. Je veux, comme tu dis, qu'il comprenne le goût de la terre. Julien hocha la tête, un éclair de respect dans les yeux. « Très bien, Béatrice. Alors nous allons leur donner exactement ce qu'ils demandent. Une soirée qu'ils n'oublieront jamais. » La voiture glissait en silence dans les rues pavées, s'éloignant du quartier d'Antoine pour s'enfoncer dans le cœur plus ancien et plus noble de Paris. Julien ne m'emmena pas dans un de ces endroits bruyants et clinquants que ma fille semblait tant affectionner. Il fit arrêter le véhicule devant un hôtel particulier à la façade de pierre blonde, une demeure discrète, où l'élégance ne criait pas son nom. En entrant, je sentis l'épaisseur de la moquette sous mes pieds. Ah, fatiguée, une sensation étrange pour moi qui avait passé ma vie sur le carrelage froid ou la terre battue.
Le personnel nous accueillit avec une déférence qui me mit d'abord mal à l'aise, mais Julien posa une main rassurante sur mon bras. « Vous êtes chez vous ici, Béatrice », murmura-t-il avec cette douceur qui n'appartenait qu'à lui. Il me fit conduire dans une suite qui semblait plus vaste que ma grange incendiée. Il y avait une odeur de cire d'abeille et de fleurs fraîches qui me rappela un court instant les printemps au pays. Julien appela une femme une couturière d'un certain âge, aux manières douces, pour m'aider à me rafraîchir. Il ne s'agissait pas de me transformer en une de ces poupées de salon que je méprisais, mais de rendre à mon corps sa dignité. On me prépara un bain chaud, où les cendres de ma vie passée se diluèrent enfin, laissant ma peau propre, mais toujours marquée par le travail. On me donna des vêtements simples, une robe de laine sombre d'une coupe impeccable, qui respectait ma stature de femme de la terre, sans chercher à la cacher. « Vous êtes magnifique ainsi », dit Julien, en me voyant sortir ses yeux brillants d'une sincère émotion. Pendant que je reprenais mes esprits devant un thé brûlant, Julien s'installa à un petit bureau d'acajou, avec un ordinateur portable. Son visage si tendre quelques minutes plus tôt s'était durci. Il parcourait des documents numériques, avec une concentration effrayante. « Antoine n'est pas seulement un homme arrogant, Béatrice », commença-t-il sans quitter l'écran des yeux. « C'est un menteur. Pour maintenir ce train de vie, dans le 16e arrondissement, et s'acheter une place parmi l'élite, il a falsifié ses rapports d'activité. Il a gonflé ses résultats et a même détourné de petites sommes assez pour être poursuivi, afin de combler les dettes de ses crédits à la consommation. Son projet Grand Horizon est une coquille vide, construite sur des chiffres truqués. Je l'écoutais le cœur serré. Ma propre fille vivait donc au milieu de ce château de cartes, ignorant peut-être que chaque objet de luxe autour d'elle était le fruit d'une malhonnêteté. Et Chloé, demandai-je ma voix tremblante d'une angoisse maternelle que je ne pouvais réprimer. Julien soupira longuement en refermant son ordinateur. « Votre fille a choisi de fermer les yeux, Béatrice. Elle a préféré le miroir aux alouettes de la réussite parisienne à la vérité de ses origines. Mais elle ignore encore à quel point le réveil sera brutal. Je pensais à elle, à cette petite fille, qui autrefois savait reconnaître chaque herbe sauvage au goût. Et je me demandais comment elle avait pu échanger cette sagesse contre un collier de perles et des faux-semblants. L'idée de devoir affronter ma propre enfant dans un tel conflit me déchirait. Une partie de moi voulait simplement s'enfuir, retourner au Luberon et dormir sous les étoiles parmi les ruines de ma ferme. Mais une autre partie, plus profonde, plus ancienne, réclamait justice. Pas seulement pour moi, mais pour l'honneur de ma famille, pour ces 3 générations de paysans qui n'avaient jamais triché avec la vie. « Que comptes-tu faire, Julien ?» questionnai-je en posant ma tasse. Il se leva et s'approcha de la fenêtre, regardant les toits de Paris qui brillaient sous la pluie fine. « Je vais simplement leur offrir ce qu'ils attendent. Je vais me présenter à leur fête comme le sauveur providentiel, celui qui va signer le chèque définitif pour leur projet. Mais avant cela, j'ai quelque chose pour vous. » Il retourna vers le bureau et prit un dossier en cuir qu'il me tendit. À l'intérieur, je trouvais des documents notariés frappés du sceau de Maître Lemoine, le vieux notaire de notre canton. En lisant les premières lignes, mes mains se mirent à trembler. C'était un acte de propriété. « Qu'est-ce que c'est ?» balbutiai-je, ne comprenant pas tout à fait la portée juridique de ce que je voyais. Il y a 5 ans, quand j'ai appris que vos voisins essayaient de racheter vos terres en profitant de vos difficultés, j'ai tout racheté en secret, expliqua Julien d'une voix calme. J'ai mis les terres à votre nom, Béatrice. Vous n'êtes pas une sans-abri. Vous êtes la propriétaire légitime de l'un des domaines les plus convoités du sud de la France.
Le projet Grand Horizon d'Antoine prévoit d'utiliser ces terres comme modèle écologique, mais il ignore que le véritable propriétaire, c'est vous. La révélation me coupa le souffle. Ainsi, Antoine et Chloé essayèrent de vendre à Julien ce qui m'appartenait déjà, sans même le savoir. Ils avaient chassé de chez eux la personne qui détenait la clé de leur survie financière. C'était d'une ironie aussi cruelle que satisfaisante. Julien me regarda avec un petit sourire de connivence. « Ils pensent que vous n'êtes qu'un déchet du passé, Béatrice. Ils ignorent que vous êtes la fondation même de leur avenir. » Je refermai le dossier, sentant une force nouvelle couler dans mes veines. L'humiliation de tout à l'heure, le billet de 20 € jeté au visage, tout cela allait trouver une réponse. Nous descendîmes à nouveau vers la voiture. La nuit était maintenant bien avancée, et le trajet vers l'appartement d'Antoine me sembla bien plus court que le précédent. Je n'avais plus peur. Je n'étais plus la vieille femme éplorée cherchant un refuge. J'étais Béatrice, la gardienne des terres du Luberon. Le véhicule s'arrêta une seconde fois devant l'immeuble du 16e arrondissement. Les voitures de luxe s'alignaient déjà le long du trottoir, signe que la réception battait son plein. Julien se tourna vers moi une dernière fois, avant que le chauffeur n'ouvre la portière. « Êtes-vous prête ?» demanda-t-il. Je lissai ma robe de laine, redressai mes épaules et fixai les fenêtres illuminées au 4e étage. « Allons-y » répondis-je simplement. Il est temps que l'on sente enfin l'odeur de la terre dans ce salon. L'ascenseur monta sans un bruit, nous déposant sur ce palier que j'avais quitté quelques heures plus tôt, humilié et trempé par la pluie. Mais cette fois, l'air n'était plus le même. Derrière la porte massive, j'entendais le brouhaha d'une réception mondaine, le cliquetis des cuillères d'argent contre la porcelaine, les rires forcés, et cette musique de fond légère et insipide qui semblait vouloir boucher les trous du silence. Julien, le jeune homme que j'avais sauvé autrefois, se tenait à mes côtés. Il ajusta mon manteau sombre à capuche, celui qu'il m'avait donné pour me protéger du froid, et surtout pour masquer mon visage un peu plus longtemps. « Gardez la tête basse, Béatrice », murmura-t-il avec une tendresse infinie. « Laissez-moi mener la danse jusqu'au moment venu. » Julien pressa la sonnette. La porte s'ouvrit presque instantanément, révélant Antoine mon gendre, qui affichait un sourire si large qu'il en paraissait douloureux. En voyant Julien, ses yeux s'illuminèrent d'une lueur de convoitise pure. « Monsieur le Président, quelle joie, quel honneur !» s'exclama-t-il en s'effaçant pour nous laisser passer. Il ne jeta qu'un regard distrait et méprisant à la silhouette enveloppée dans le manteau sombre qui suivait Julien. Pour lui, je n'étais sans doute qu'une assistante ou peut-être une domestique que le grand homme traînait avec lui. Il ne prit même pas la peine de me saluer. Il n'avait d'yeux que pour le pouvoir et l'argent que représentait Julien. Nous entrâmes dans le vaste salon, un espace tout en blanc et en or, où la lumière des lustres en cristal se reflétait sur les visages figés des invités. Ma fille Chloé était là, au centre d'un petit groupe. Elle tenait une coupe de champagne avec une raideur qui trahissait son inconfort. En nous voyant entrer, elle se figea son regard passant de Julien à la silhouette à ses côtés. Je vis une ombre de doute traverser ses yeux, mais elle la balaya d'un battement de cils. Elle s'avança, feignant une assurance qu'elle n'avait pas. « Julien, nous sommes ravis que vous ayez pu vous libérer, » dit-elle d'une voix qui manquait de naturel. Antoine ne parlait que de votre venue. Au milieu de la pièce, je reconnus Monsieur Durand, l'investisseur, dont Antoine m'avait parlé avec tant de crainte et de respect. C'était un homme d'un certain âge, aux cheveux gris et au regard perçant, qui semblait observer cette mascarade avec un certain ennui. « Alors, Antoine » lança Monsieur Durand d'un ton sec,
interrompant une énième flatterie de mon gendre. On nous parle de ce projet Grand Horizon, de ses valeurs de terre et d'écologie. Mais tout ceci me semble bien stérile. Où est l'âme de ce projet? Où sont les racines dont vous vous vantez tant dans vos brochures? On sentait que l'investisseur commençait à douter de la sincérité du projet. Antoine se mit à transpirer, essuyant discrètement son front, avec un mouchoir de soie. « Mais enfin, monsieur Durand, bafouilla-t-il, nous avons tout prévu. Notre vision est celle d'une aristocratie nouvelle, proche de la nature mais purifiée de ses aspects, disons, rustiques. Nous avons sélectionné les meilleurs domaines des terres nobles, loin de la boue et de la misère paysanne. Il parlait de la terre comme d'un produit de luxe, une chose que l'on possède sans jamais vouloir la toucher. » Julien restait silencieux, observant Antoine s'enferrer dans ses propres mensonges, avec une patience de prédateur. Julien fit alors un pas en avant, attirant toute l'attention sur lui. « C'est fascinant, Antoine. » commença-t-il d'une voix calme, qui imposa immédiatement le silence dans la pièce. « Cette volonté de pureté, cette distinction que vous faites entre la noblesse de votre projet et la réalité du monde rural. On sent que vous tenez à vos origines. Dites-moi, votre famille doit être très fière de votre réussite. Votre belle-mère, par exemple, dont Chloé m'a souvent vanté les terres dans le Luberon, elle doit être une femme d'une grande distinction, n'est-ce pas? » Le piège était tendu avec une élégance redoutable. Antoine redressa les épaules, gonflant le torse comme un pont. Il ne se rendait pas compte que je me tenais à moins de 2 mètres de lui. « Oh, ma belle-mère est une femme tout à fait remarquable, monsieur le président. » mentit-il sans ciller sous le regard pétrifié de Chloé. « C'est une véritable dame de domaine, une pounane, comme on dit ailleurs, qui possède une propriété immense. En ce moment même, elle voyage en Suisse pour visiter des centres de recherche agronomique de pointe. Elle est très sélective, vous comprenez. Elle ne se mélange pas, elle vit dans un monde de raffinement et de silence. Chaque mot était une insulte, à ma vie de labeur un crachat sur mes mains calleuses et mon dos courbé par les récoltes. Chloé ne disait rien. Elle regardait ses chaussures, incapable de soutenir le regard des invités. Elle laissait son mari construire cette fiction ridicule, préférant l'image d'une mère imaginaire en Suisse à la réalité d'une mère chassée sous la pluie. Monsieur Durand hocha la tête, semblant impressionné par ce pedigree improvisé. Une femme de cette trempe doit en effet avoir une vision très claire pour Grand Horizon, commenta-t-il. Antoine rayonnait, pensant avoir gagné la partie. Tout à fait, monsieur Durand. Et elle nous soutient à 100% dans notre quête de perfection et de propreté. Julien se tourna alors vers moi. Le moment était venu. Le silence dans le salon était devenu pesant, comme si l'air s'était chargé d'électricité juste avant l'orage. « Eh bien, Antoine, » reprit Julien, et je sentis le froid de sa voix lacérer l'arrogance de mon gendre. « Il est dommage que votre belle-mère soit en Suisse, car la femme qui m'accompagne ce soir, celle que j'appelle ma mère de cœur depuis 15 ans, m'a raconté une histoire bien différente. Une histoire de feu de cendre et d'un billet de 20 € jeté comme une aumône sur un palier. » Le visage d'Antoine se décomposa. Il regarda la silhouette à capuche avec une horreur soudaine, une réalisation lente et terrifiante qui commençait à ramper dans son esprit. Chloé laissa échapper un petit cri étouffé, sa coupe de champagne tremblant dangereusement dans sa main. Les invités s'écartèrent, sentant le malaise grandir. Je levai alors les mains, et d'un geste lent presque solennel, je rabattis la capuche de mon manteau sur mes épaules. Je me tins la droite, les cheveux encore un peu gris de cendre, mais le regard plus clair que les lustres de leur salon. Je fis un pas vers eux, au centre du cercle formé par les curieux et les puissants. Je vis le reflet de ma propre force
dans les yeux horrifiés d'Antoine et dans le visage livide de ma fille. « La Suisse est très belle, à cette saison, n'est-ce pas, Antoine ?» demandai-je d'une voix qui ne tremblait plus du tout. Le silence qui suivit fut plus dévastateur que n'importe quelle explosion. Je n'étais plus la mendiante du couloir, je n'étais plus l'ombre qu'on cache. J'étais la vérité, qu'ils ne pouvaient plus ignorer debout au milieu de leur monde de faux semblants. Je ne l'ai pas giflé physiquement car ma dignité de femme de la terre m'interdisait de m'abaisser à sa violence. Mais le silence qui a suivi mes paroles a frappé plus fort que n'importe quelle main. Je me suis avancée vers la table de buffet, là où des canapés au caviar voisinaient, avec des flûtes de cristal. Lentement, j'ai plongé la main dans la poche de mon manteau et j'en ai sorti un petit sachet en toile, celui qui contenait la poignée de terre noire, que j'avais ramassé dans les décombres de ma ferme du Luberon. Sous les regards médusés des invités, j'ai dénoué le cordon et j'ai renversé le contenu sur le lin blanc de la nappe. La terre grasse, sombre et odorante a formé un monticule dérisoire au milieu de ce luxe stérile. « Voilà votre Suisse Antoine, mon gendre », ai-je dit d'une voix calme qui a transpercé le brouhaha. C'est l'odeur de la sueur du labeur et de la vérité. C'est tout ce qu'il reste de la maison où votre femme a grandi, celle que vous avez méprisée ce soir. Antoine, mon gendre, est devenu livide, passant du blanc au rouge, en une fraction de seconde. Il a jeté un regard affolé à Monsieur Durand, l'investisseur qui fixait le tas de terre avec une expression indéchiffrable. « Sortez-la !» a hurlé Antoine en perdant tout sang-froid, ses mains tremblant de rage. « Sécurité ! Qu'on évacue cette folle immédiatement. Elle salit tout. » Il a fait un pas vers moi, le bras levé, comme pour me pousser physiquement hors de son champ de vision. Mais avant qu'il ne puisse m'effleurer, Julien, mon fils de cœur, a posé sa main sur l'épaule de mon gendre. C'était une pression ferme, indiscutable. « Ne posez pas la main sur ma mère, Antoine », a grondé Julien d'une voix sourde, une menace à peine voilée, vibrant dans chaque syllabe. « Si vous la touchez, je vous jure que vous ne travaillerez plus jamais dans ce pays, ni même ailleurs. » Le salon est tombé dans une stupeur totale. Les invités ont arrêté de respirer les verres, restant suspendus à mi-hauteur. Julien, mon fils de cœur, s'est tourné vers l'assemblée, sa stature dominant la pièce. « Vous tous, vous cherchez à savoir qui est le génie derrière le succès de mon empire technologique vert, » a-t-il déclaré en me désignant. « Vous parlez de durabilité, d'écologie et de racines dans vos bureaux climatisés. Eh bien, la voici. C'est cette femme Béatrice qui m'a appris que rien de grand ne se construit sans respecter le sol. C'est elle qui a financé mes premières recherches, en vendant ses bêtes quand ma propre famille mourait de faim. Sans cette paysanne que vous voyez là, aucun de vos investissements n'existerait aujourd'hui. Elle n'est pas une mendiante, Antoine. Elle est la raison pour laquelle vous avez encore un toit sur la tête, du moins pour quelques minutes encore. » Chloé, ma fille, a laissé échapper un sanglot étouffé, cachant son visage derrière ses mains ornées de bagues coûteuses. La honte, une honte épaisse et gluante, semblait couler sur elle comme du goudron. Elle ne pouvait pas nier l'évidence. Son mari avait insulté la femme qui était le socle de tout leur monde. Monsieur Durand, l'investisseur, s'est alors approché de la table. Il a pris une pincée de terre entre ses doigts, ganté, l'a senti, puis a regardé Antoine avec un mépris souverain. « Vous nous avez parlé d'une aristocratie nouvelle, monsieur », a sifflé Monsieur Durand. « Mais je ne vois ici qu'un parvenu sans honneur, qui ne sait même pas reconnaître l'or quand il est couvert de poussière. Votre projet Grand Horizon repose sur une vision de la nature, mais vous n'avez même pas de respect pour votre propre sang. » Julien, mon fils de cœur, a alors fait un signe à son assistant, qui attendait près du grand écran plat
utilisé pour les présentations financières. Puisque nous parlons de transparence et de propreté, Antoine, a lancé Julien en fixant mon gendre droit dans les yeux. Regardons d'un peu plus près la réalité de vos chiffres. L'écran s'est allumé révélant non pas les graphiques colorés du projet immobilier, mais des relevés bancaires et des documents internes de la société d'Antoine. Des lignes surlignées en rouge montraient des transferts d'argent suspects, des factures gonflées et des preuves de détournement de fonds destinés à l'entretien de cet appartement de luxe. Vous avez volé l'entreprise pour payer vos perles et votre champagne, a martelé Julien. Et vous pensiez que je ne le verrais pas avant de signer le contrat final ? Le silence qui a suivi était d'une violence inouïe. Antoine, mon gendre, s'est effondré sur un fauteuil, ses jambes ne le portant plus. Sa superbe s'était envolée, laissant place à la figure pitoyable d'un fraudeur démasqué devant ses pairs. Les invités commençaient déjà à reculer vers la sortie, ne voulant pas être associés à un homme dont la carrière venait d'exploser en plein vol. Chloé, ma fille, s'est approchée de moi les yeux rougis par les larmes. Mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas ouvert les bras. Le temps de la tendresse était passé, consumé par l'incendie de son indifférence. Monsieur Durand, l'investisseur, a ajusté sa veste et s'est tourné vers Julien. « Je pense que nous n'avons plus rien à faire ici », a déclaré Monsieur Durand. « Pour ma part, je retire immédiatement ma participation à tout projet lié à cet homme. » Le départ de Monsieur Durand a sonné comme le glas d'une condamnation à mort sociale. Un à un, les invités se sont éclipsés sans un mot pour leurs hôtes, fuyant comme des rats, un navire en train de couler. Je suis resté debout devant mon petit monticule de terre, le cœur étrangement calme. L'odeur du lubron remplissait enfin cette pièce stérile. Et pour la première fois de la soirée, j'avais l'impression de respirer un air pur. Julien, mon fils de cœur, est venu se placer à mes côtés, sa présence solide comme un chêne. « Ce n'est pas fini, Béatrice », a-t-il murmuré en regardant Antoine qui gémissait la tête basse. « La justice de la terre est lente, mais elle est implacable. » Je savais ce qu'il voulait dire. L'acte final n'était pas seulement de révéler leurs mensonges, mais de leur montrer ce qu'il en coûte de trahir ses racines. Antoine, mon gendre, ne ressemblait plus en rien à ce dirigeant d'entreprise sûr de lui qui m'avait barré la route sur le palier. Sa cravate de soie était de travers ses cheveux si soigneusement lissés, lui retombaient haute sur le front, et ses yeux injectés de sang passaient de la nappe souillée à la silhouette imposante de Julien. Il perdit tout sens des convenances, oubliant que Monsieur Durand et les derniers curieux pouvaient encore l'entendre. « Vous êtes une sorcière !» hurla-t-il en me pointant du doigt, sa voix montant dans les aigus. « Une vieille folle de province qui n'a rien compris au progrès. Vous avez tout gâché, ma carrière, ma réputation, ce projet pour lequel j'ai sacrifié des années. Tout ça pour une histoire de dignité paysanne. Vous n'êtes rien, Béatrice, rien qu'une ombre encombrante qui aurait dû rester dans son champ brûlé. » Je restai calme, puisant ma force dans cette terre que j'avais étalée sur sa table immaculée. J'ouvris doucement mon sac et j'en sortis le billet de 20 € qu'il m'avait jeté au visage plus tôt dans la soirée. Le papier était encore un peu humide de la pluie parisienne. Je fis 2 pas vers lui et je posai le billet sur son revers de veste, l'épinglant presque du regard. « Tenez, Antoine, mon gendre !» dis-je d'une voix basse, mais qui résonna dans chaque coin de la pièce. « C'est le prix que vous avez mis sur ma vie et sur mon amour de mère cet après-midi. Gardez-le, c'est la seule chose qui vous reste, car votre arrogance vient de vous coûter tout le reste. C'était le prix du mépris, mais vous allez maintenant découvrir le prix de la vérité. » Kwashakwanya, Julien, mon fils de cœur, s'avança alors, tenant à la main une tablette numérique où brillaient des documents officiels.
Ce n'est pas seulement votre réputation qui s'effondre, Antoine, annonça-t-il froidement. En tant qu'actionnaire majoritaire du groupe qui finance Grand Horizon, j'ai le pouvoir de mettre fin à vos fonctions immédiatement. Vous êtes licencié pour faute lourde. Les preuves de vos malversations financières, de vos surfacturations et de vos détournements pour financer ce train de vie frauduleux ont déjà été transmises au parquet. Demain matin, ce n'est pas au bureau que vous irez, mais chez un juge d'instruction. Antoine s'affaissa un peu plus ses mains, cherchant un appui sur le dossier d'une chaise qu'il avait lui-même choisie pour son prix exorbitant. Ma fille Chloé, qui était restée prostrée dans un coin, se précipita vers moi. Elle tomba à genoux sur le tapis, ses mains agrippant le bas de mon manteau. « Maman, je t'en supplie !» pleura-t-elle, son mascara coulant sur ses joues livides. « Je ne savais pas pour l'argent, je te le jure. Antoine s'occupait de tout. Pardonne-moi, je suis ta fille, ton propre sang. Tu ne peux pas nous laisser comme ça sans rien. Parle à Julien, dis-lui d'arrêter cette procédure. Nous sommes une famille, maman. » Elle essayait d'utiliser ce lien que quelques heures plus tôt, elle avait elle-même piétiné pour ne pas paraître rustique devant ses amis de passage. Je la regardais non pas avec haine, mais avec une infinie tristesse. Je voyais en elle le gâchis d'une éducation faite de valeurs solides, balayée par le vent de la vanité parisienne. Je dégageais doucement les pans de mon manteau de ses doigts, tremblants. « Tu ne m'aimes pas, Chloé, » répondis-je en secouant la tête. « Tu n'aimes pas ta mère. Tu aimes l'image que ce miroir te renvoie quand tu portes ces bijoux volés. Tu aimes la sécurité d'un appartement de luxe, même s'il est bâti sur des mensonges. La famille n'est pas un refuge qu'on appelle uniquement quand l'orage gronde. C'est un jardin qu'on cultive chaque jour. Toi, tu as laissé le nôtre mourir de soif. Antoine, mon gendre, eut un dernier sursaut de haine. De toute façon, siffla-t-il en tentant de se redresser. Sans mon projet, vos terres du Luberon ne valent plus rien. Grand Horizon était la seule chance de transformer votre tas de cailloux en un domaine rentable. Sans moi, vous n'êtes qu'une propriétaire de ruines calcinées. Je suis le seul qui avait la vision. Il croyait encore dans son délire de grandeur, qu'il possédait une clé que je n'avais pas. Il ignorait que le chasseur était devenu le gibier depuis bien longtemps. Julien laissa échapper un rire bref et cinglant. « Vous n'avez jamais eu de vision, Antoine. Vous n'avez fait que copier des concepts que vous ne comprenez pas. Savez-vous d'où viennent les plans originaux de Grand Horizon? Savez-vous qui a déposé les brevets sur les systèmes de culture biologique et de gestion des eaux que vous avez présentés comme les vôtres ce soir ?» Julien pointa un document à l'écran. Le nom du concepteur y était inscrit en toutes lettres. C'était mon nom de jeune fille, suivi de celui de Julien. Béatrice est la créatrice de ce modèle. Ce projet est sa propriété intellectuelle. Vous n'avez fait que voler ses idées en pensant qu'une paysanne ne saurait jamais lire un contrat. Moi, le choc fut tel qu'Antoine resta la bouche ouverte, incapable de proférer le moindre son. Tout son château de cartes, toute sa stratégie pour s'emparer de mon héritage, en me faisant passer pour une incapable, venait de se retourner contre lui. Le projet qu'il vendait comme le futur de l'immobilier n'était qu'une extension de mon propre savoir-faire, mis en forme par Julien. J'étais la maîtresse du jeu dans sa propre maison. Je n'avais pas besoin de lui pour faire revivre mes terres. C'était lui qui avait désespérément besoin de ma signature, une signature qu'il n'obtiendrait jamais. 2 hommes en costume sombre, les agents de sécurité de l'immeuble que Julien avait appelé, entrèrent dans le salon. Le silence était redevenu total, troué, seulement par les sanglots étouffés de Chloé. « Monsieur », dit l'un des agents en s'adressant à Antoine avec une politesse glaciale. « Nous avons reçu des instructions de la part du propriétaire de l'appartement. Votre bail est résilié, avec effet immédiat,
pour violation des clauses de moralité et défaut de paiement du dépôt de garantie qui s'est avéré être un chèque sans provision. Vous devez quitter les lieux. Maintenant, Antoine, mon gendre, ne lutta pas. Il semblait s'être vidé de toute substance. Il ramassa son veston, celui-là même, où j'avais épinglé le billet de 20 €, et marcha vers la porte comme un automate. Il ne jeta pas un regard à Chloé, qui restait prostrée au sol. Il franchit le seuil de cet appartement qu'il avait tant voulu transformer en temple, de sa réussite escorté par 2 hommes, qui le traitaient comme le vagabond qu'il m'avait accusé d'être. La porte se referma derrière lui, marquant la fin d'un règne de mensonges. Je me tournai vers la fenêtre. La pluie s'était arrêtée, et sur les toits de Paris on devinait les premières lueurs d'une aube qui, pour moi, avait enfin le goût de la liberté. Le retour au pays n'a pas été marqué par la fanfare, mais par le chant des cigales qui m'accueillaient comme une vieille amie. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit électrique à Paris. 6 mois pendant lesquels le silence du Luberon avait pansé mes plaies plus sûrement que n'importe quel discours. Julien, mon fils de cœur, avait tenu sa parole avec une fidélité qui me touchait aux larmes. Là où les cendres avaient noirci le sol, là où les poutres calcinées de ma vie passée gisaient autrefois, de nouvelles fondations s'élevaient désormais. Ce n'était plus seulement ma ferme, c'était devenu le centre de recherche agronomique Béatrice. Julien avait investi une partie de sa fortune pour transformer ces ruines en un lieu où la sagesse des anciens rencontrait la science de demain pour sauver nos terres provençales. Un matin, alors que le soleil commençait à peine à dorer les collines d'ocre et que la rosée faisait briller les herbes folles, une silhouette familière s'est présentée à l'entrée du verger. Ce n'était pas la femme élégante et hautaine du 16e arrondissement que j'avais croisée à Paris. Elle portait un vieux jean usé, une chemise de coton simple, dont les manches étaient retroussées, et ses cheveux étaient attachés à la hâte par un simple ruban. Chloé, ma fille, était là. Elle avait tout perdu dans la chute d'Antoine, son appartement de luxe, ses bijoux saisis par la justice, et son mari, qui attendait désormais son procès derrière les barreaux d'une cellule pour ses malversations financières. Elle n'était plus la princesse de la capitale, mais une femme seule qui cherchait désespérément ses racines. Elle s'est approchée lentement, les yeux baissés, vers ses chaussures de marche couvertes de poussière, n'osant pas croiser mon regard. Elle s'arrêta à quelques pas de moi, là où je dégageais les mauvaises herbes, autour d'un jeune olivier. « Je veux travailler, maman », murmura-t-elle, sa voix étouffée par une émotion qu'elle ne cherchait plus à cacher. « Julien m'a dit que vous aviez besoin de main pour la récolte et pour le centre. Je veux rembourser chaque centime que j'ai laissé Antoine voler à ton nom, même si cela doit me prendre les 40 prochaines années. Je ne veux plus jamais de perles. Je veux juste pouvoir me regarder dans une glace, sans avoir honte. Je ne l'ai pas prise dans mes bras tout de suite, car la terre exige des preuves, pas seulement des paroles. Je me suis redressée, sentant la chaleur du soleil sur mon dos, et je lui ai tendu une pioche, l'outil que mon propre père m'avait donné, il y a de cela 50 ans. « Tiens, » dis-je en posant l'outil dans ses mains, qui étaient encore trop douces, trop lisses pour ce genre de labeur. « Apprends à parler au sol avant de vouloir commander aux hommes. La terre est une maîtresse exigeante, Chloé. Mais elle est la seule qui ne te trahira jamais, si tu la traites avec respect. » Elle prit la pioche, ses doigts se refermant sur le bois poli par les années, et je vis une détermination nouvelle s'allumer dans ses yeux bleus, ceux-là même, qui me rappelaient tant son père. Elle a commencé à frapper la terre maladroitement au début, manquant de se blesser, mais elle n'a pas abandonné. Ses mains se sont rapidement couvertes de poussière, puis d'ampoules qui ont fini par percer, mais elle a continué. Elle pleurait en silence, les larmes traçant des sillons clairs sur ses joues barbouillées de terre, mais elle n'a pas lâché l'outil.
Je me suis penchée vers elle ramassant une poignée de cette terre noire et fertile qu'elle craignait tant autrefois. « Tu vois, Chloé ?» expliquai-je en laissant les grains couler lentement entre mes doigts calleux. « La terre n'est pas sale. Elle ne ment jamais. Elle ne juge pas ton compte en banque, tes bijoux ou tes relations mondaines. Elle se contente de purifier ceux qui sont assez courageux pour être sincères avec elle. Elle rejette les faux-semblants pour ne garder que l'essentiel, la vie. Le soir même, alors que le ciel se teintait de violet et d'oranger, nous nous sommes réunis autour de la grande table de bois brut, sous le vieux tilleul qui avait miraculeusement survécu à l'incendie. Julien était là, sa voiture silencieuse, garée loin des regards discutant simplement avec le vieux Mathieu et les autres paysans du canton, qui travaillaient désormais au centre. Il n'y avait pas de caviar, pas de cristal de bohème, seulement du pain de campagne frais, du fromage de chèvre de la ferme voisine et le vin rouge de notre propre vigne. Chloé, les mains sales, le dos courbé par la fatigue, mangeait avec un appétit et une joie qu'elle n'avait jamais connue dans les restaurants étoilés de Paris. Elle riait un rire vrai profond qui ne cherchait plus à plaire ou à séduire qui que ce soit. Je me suis levée discrètement pour faire quelques pas vers les champs de lavande qui commençaient à bleuir sous la lune montante. L'odeur était là, puissante, normale, rassurante. C'était l'odeur de la vérité et de la paix retrouvée. J'avais tout perdu dans les flammes, mais j'avais retrouvé mon honneur, mon domaine, et plus important encore, ma fille. Julien m'a rejointe dans l'obscurité parfumée, posant un bras protecteur et tendre sur mes épaules. « Nous l'avons fait, Béatrice », dit-il avec un sourire paisible, en regardant la ferme illuminée. Je savais qu'il ne parlait pas seulement des bâtiments de pierre, mais de cette rédemption que seul le retour à la terre peut offrir à ceux qui se sont égarés. Je respirais profondément, remplissant mes poumons de ce parfum de terre mouillée et d'espoir. Le chemin avait été long, douloureux, jalonné de trahisons et de flammes, mais chaque épreuve m'avait conduite ici à cet instant de clarté absolue. Je me tournai vers Julien, mon fils de cœur, et vers Chloé qui aidait à débarrasser la table, en discutant avec les ouvriers. Vous qui écoutez mon histoire, posez-vous cette question. Choisirez-vous la richesse qui vous ment ou la simplicité qui vous libère? Le choix est entre vos mains, tout comme la terre que vous foulez chaque jour, sans même la regarder. Moi, j'ai choisi la vérité, et elle sent bon la lavande et le sol fertile de mon enfance. Le temps a passé sur le Luberon comme un long fleuve tranquille, qui finit par effacer les cicatrices les plus profondes du sol. Une année entière s'est écoulée depuis cette nuit, où le béton de Paris a tremblé, sous le poids de la vérité. Ici, dans ma vallée, les saisons ne se contentent pas de défiler, elles respirent. Le printemps a ramené le chant des mésanges et l'odeur sucrée des amandiers en fleurs, tandis que l'été a cuit la terre, jusqu'à lui donner cette couleur de croûte de pain que j'aime tant. Les travaux de reconstruction du domaine ne sont plus un projet lointain. Ils sont une réalité vivante, une symphonie de pierres taillées et de bois de chêne qui s'élève vers le ciel bleu de Provence. Ma fille Chloé n'est plus la même femme. Je l'observe souvent depuis la terrasse du nouveau centre de recherche, sans qu'elle s'en aperçoive. Elle est là-bas dans les rangées de lavande expérimentale, penchée vers le sol, les mains gantées, mais n'ayant plus peur de la poussière. Son visage a perdu cette pâleur citadine et cette tension permanente qui lui figeait les traits à Paris. Elle a appris le rythme de la terre, celui qui ne se bouscule pas pour un dividende ou une promotion. Elle a appris que pour qu'une plante offre son essence, il faut savoir l'écouter, la soigner, et parfois simplement attendre que le soleil fasse son œuvre. Un matin, alors que je triais les semences pour la saison prochaine, elle s'est approchée de moi, un panier de légumes frais au bras. Ses gestes étaient assurés calmes.
« Maman !» commença-t-elle en posant le panier sur la table de bois massif. « J'ai reçu une lettre aujourd'hui. Une lettre de la prison. » Elle ne prononça pas le nom d'Antoine mon gendre, mais son ombre passa un court instant dans ses yeux. Elle sortit une enveloppe froissée de sa poche. « Il demande pardon, maman. Il dit qu'il a tout compris maintenant qu'il n'a plus rien, pas même la lumière du jour. Il demande si je peux lui envoyer un peu d'argent pour la cantine. » Je posais mon sachet de graines et je la regardais droit dans les yeux. « Et que vas-tu faire, ma fille ?» demandai-je doucement. Chloé soupira un son long et libérateur, avant de regarder vers l'horizon, où les collines se perdaient dans la brume de chaleur. Je lui ai répondu qu'il n'avait pas besoin d'argent pour apprendre la dignité, répondit-elle d'une voix ferme. Je lui ai dit que le seul pardon qui valait quelque chose était celui qu'on se prouvait à soi-même par le travail. Je ne lui enverrai pas un centime de ce que je gagne ici. Cet argent appartient à la terre, pas à ses illusions perdues. Elle déchira l'enveloppe en 1000 morceaux et les laissa tomber dans le composteur là, où même les regrets finissent par devenir de l'engrais. Mon fils de cœur Julien arrive souvent en fin de semaine. Sa voiture noire ne fait plus aucun bruit lorsqu'elle s'engage sur le chemin de terre, comme si elle respectait le silence sacré du domaine. Il ne vient pas ici en homme d'affaires. Il ne vient pas pour vérifier ses investissements. Il vient pour s'asseoir avec nous, pour partager un morceau de fromage de chèvre et pour écouter le vent dans les oliviers. « Vous avez réussi, Béatrice », me dit-il souvent, en regardant les laboratoires de verre, qui s'intègrent si parfaitement aux vieilles pierres de la ferme. Nous avons prouvé que le futur ne se construit pas contre le passé, mais avec lui. Le monde entier nous regarde maintenant, c'est vrai. Des chercheurs viennent du monde entier pour voir comment nous avons réussi à revitaliser des sols que l'on croyait morts, sans aucun produit chimique, simplement en respectant les cycles naturels que mes ancêtres connaissaient par cœur. Julien, mon fils de cœur, a mis la technologie la plus avancée au service de la sagesse paysanne. Mais pour moi, la plus grande réussite ne se mesure pas en publications scientifiques ou en brevets. Elle se mesure au sourire de Chloé, quand elle voit la première fleur de safran percer la terre en automne, et à la paix qui règne désormais dans ma maison. Le soir tombe sur le domaine du Grand Horizon un nom que j'ai finalement décidé de garder, mais en lui donnant un sens nouveau. Ce n'est plus l'horizon limité d'un appartement de luxe ou d'une carrière frauduleuse. C'est l'horizon sans fin de la connaissance et du respect de la vie. Je marche seule vers le petit cimetière familial, là où repose mon mari Pierre. Je m'assois sur le banc de pierre et je lui raconte tout. Je lui raconte la force de Julien, la rédemption de Chloé, et comment nos terres sont redevenues les plus belles de toute la Provence. Le vent se lève portant avec lui l'odeur de la terre humide, celle qui vient d'être nourrie par la pluie de l'orage de l'après-midi. C'est l'odeur de la vérité, celle qui ne s'achète pas avec un billet de 20 €, celle qui ne se cache pas sous des bijoux de pacotille. Je ferme les yeux et je sens la présence de tous ceux qui ont travaillé cette terre avant moi. Ils sont fiers, je le sais. La boucle est bouclée. Le feu a tout emporté, mais de ces cendres était née une vie plus forte, plus pure, plus vraie. Je me lève et je rentre vers la lumière de la cuisine, là où ma fille et mon fils de cœur m'attendent pour le dîner. La vie est belle quand elle est enracinée dans la vérité.